On est toujours ensemble sur France 24. On va plus loin dans un instant avec Marc Semo, collaborateur au journal Le Monde et au magazine Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Et Bilal Tarabé, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bilal. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'opposition au Gabon revendique à nouveau sa victoire. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole de la plateforme Alternance 2023 donner sa réaction au coup de force de l'armée. Il estime que son candidat Albert Ondo Ossa doit dès à présent bénéficier du transfert du pouvoir aux civils. L'Ukraine, elle fait ce qu'elle peut pour libérer son territoire, si l'on en croit le ministre ukrainien des Affaires étrangères, ulcéré par les procès en lenteur instruits contre son armée, alors même que Kiev estime avoir ouvert la voie à son offensive vers le sud, cap sur la Crimée. C'est tout de suite, on va plus loin. Au lendemain du renversement d'Ali Bongo par l'armée au Gabon, voilà qu'elle donne de la voix. L'opposition réclame sa victoire. Attendue à l'élection présidentielle de samedi dernier, les résultats officiels avaient proclamé la défaite de leur candidat Albert Ondo Ossa. Une annonce sitôt contestée par ceux-là même qui exigent maintenant un recompte. Shirley Sidbon nous en dit plus. Au lendemain du coup militaire au Gabon, la vie reprend à Libreville. Et la plupart des habitants gardent un œil sur les deux grandes chaînes de télé. Les différentes déclarations des putschistes depuis l'annonce du coup d'État sont diffusées et rediffusées. Jeudi après-midi, leur porte-parole lit un communiqué du général de brigade Brice Oligui Nguema, le nouvel homme fort à Libreville. Le président de la transition prêtera serment devant la Cour constitutionnelle le lundi 4 septembre 2023 à la présidence de la République. Signé le général de brigade Oligui Nguema Brice, président du comité de la transition et la restauration des institutions. Le général fait annoncer sa propre prestation de serment. En parallèle, les putschistes tentent de rassurer. Internet est rétabli, tout comme le trafic aérien. Les militaires assurent que le Gabon respectera tous ses engagements. La principale plateforme de l'opposition, elle, tente de ramener les putschistes vers ce qu'elle appelle la responsabilité. Remerciant les militaires d'avoir agi après les élections largement critiquées, Alternance 2023 leur demande d'amener à terme le processus électoral, terminer le comptage des voix et valider l'élection du candidat de l'opposition. Les dernières décisions en date, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui décide de suspendre de ses instances le Gabon avec effet immédiat. Marc Semo, il avait mis 3 semaines ce Conseil de l'Union africaine pour suspendre le Niger et est beaucoup plus prompt aujourd'hui à suspendre le Mali. Il y a une forme d'automaticité puisqu'on reconnaît, suspendre le Gabon, mais on reconnaît la nature du coup d'État, ce qu'on n'avait pas fait pour le Niger. Voilà, et puis en plus, maintenant ils sont rodés. Il y a eu quand même 5 coups d'État en 2 ans, ne serait-ce que dans cet espace francophone. Mais ça contraste avec l'écho de la rue qu'on a de Libreville, une forme de libération. Oui, mais alors, justement, l'Union africaine, comme par ailleurs la CEDEAO, ne peuvent pas accepter, et par ailleurs les Européens, les Américains non plus, le coup d'État par principe. Parce que c'est un coup de force contre les institutions. Ensuite, effectivement, les choses peuvent être beaucoup plus compliquées. Ce n'est pas tout à fait pareil d'emprisonner et de renverser un président légitimement élu comme Mohamed Bazoum après un scrutin qui était globalement régulier, de le garder séquestré dans le bâtiment de la présidence alors qu'il refuse de se démettre, et intervenir après une élection qui a été massivement frauduleuse, auquel personne ne croit, et pour un président. D'ailleurs, personne, vous remarquerez, ne demande que l'on rétablisse Ali Bongo dans ses fonctions. Ouais. On dit au mieux qu'il faut qu'il y ait des élections, qu'on refasse des élections, etc. Donc il y a une question de dosage. Alors la question qui se pose, qui est un peu comme ça provocatrice, mais est-ce qu'il peut y avoir de bons coups d'État ? Alors, pour prendre l'exemple de l'Europe, il y a eu un bon coup d'État, qui était la révolution des œillets au Portugal en 1974, qui a balayé le régime de Salazar et qui a ouvert la voie à la démocratie. Mais c'est quand même un cas assez rare. Alors, il y a une célèbre phrase de Talleyrand qui dit « On peut se faire un trône avec les baïonnettes, mais difficilement s'asseoir dessus ».
L'image est belle. Bilal Tarabé, c'est difficile de rebondir dessus. Comment caractériser effectivement ce qui vient de se passer au Gabon ? L'Union africaine, effectivement, dénonce un coup d'État et suspend le Gabon de ses instances. On a eu le sentiment tout de même d'assister à un vent de liberté. Est-ce qu'il va tourner court ? Oui, il y a deux choses. Alors, pour suivre sur la démonstration de Marc Semo, c'est vrai qu'il y a eu, et je mets des guillemets sur ce que je dis, il y a eu des bons coups d'État, y compris en Afrique. On pense à 1991 au Mali, puisque la transition a duré à peine plus d'un an et a abouti au premier président qui a été élu au suffrage universel direct et une élection démocratique. Donc c'est très minoritaire, mais ça arrive. Maintenant, la population... Pensez aussi au Soudan dernièrement, ça n'a pas été le cas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a le Soudan, absolument. Oui, tout à fait, avec Omar El-Béchir. Mais tout dépend la forme que va prendre cette transition. Vous savez, il y avait une Gabonaise qui s'exprimait, je crois que c'était aux journalistes de l'agence France-Presse, et qui disait que elle se sentait à la fois pleine de joie et pleine de crainte. Et c'est vraiment cette ambivalence des sentiments, parce que forcément, on ne peut pas en vouloir aux Gabonais d'être heureux de s'être, et il faut le dire, débarrassé ou soulagé d'un régime kleptocrate, d'un régime de prédation dynastique comme celui des Bongo, et à la fois il va falloir voir quelle forme et quels détails vont prendre cette transition. Alors justement, l'opposition, elle redoute de se voir confisquer ce qu'elle considère comme sa victoire à l'élection présidentielle de samedi dernier. Écoutez le porte-parole de la plateforme d'opposition Alternance 2023, il réagissait sur notre antenne il y a quelques minutes. Dans les bureaux de vote, nous sommes représentés et nous assistons, nous aussi, au dépouillement. Le dépouillement du vote se fait de façon publique. Et puis, vous avez vous-même remarqué, constaté l'engouement populaire autour du candidat d'Alternance 2023. De toutes les façons, à l'heure où nous sommes, la victoire de notre candidat, le professeur Albert Ondo-Ossa, ne souffre absolument d'aucune contestation. Il n'y a aucune personne présente dans le territoire national sérieuse capable d'affirmer ce que je suis en train de dire en ce moment. Alors, lequel Albert Ondo-Ossa est allé même plus loin, puisqu'il dénonce une tentative de confiscation du pouvoir, une révolution de palais au sein même du clan Bongo. Elle a raison de s'inquiéter, l'opposition, Marc Semo ? Oui, parce que une des lectures de ce coup d'État, c'est aussi que ces résultats étaient ostensiblement trafiqués, encore plus que ceux de 2016. En 2016, il y a eu des tripatouillages à la fin, et Ali Bongo ne l'avait remporté que de 5000 voix. Là, c'est encore plus flagrant, parce qu'on lui a donné un 64%, on se demande d'où il sort. Et est-ce que l'armée n'est pas intervenue pour éviter les des manifestations de rue et un mouvement de la société qui deviendrait incontrôlable ? Mettre la contestation sous l'été noir. Voilà, et donc bloquer d'une certaine façon à l'avance la contestation et faire en sorte que justement cette révolution de palais n'empêche une véritable révolution, parce que dans une véritable révolution, dans un véritable changement de régime, après c'est plus de 50 ans de régime de la famille Bongo, y compris ces militaires, à commencer par leur nouvel homme fort, Oligui Nguema, avaient tout à perdre. C'est comme des hommes qui étaient totalement du Sérail, il est de la même région qu'au Bongo, il avait participé intimement au pouvoir de Bongo, donc il aurait nécessairement été balayé. Oui, on peut comprendre que ce pouvoir il soit saisi quand même d'une certaine façon par la peur du vide, Bilal Tarabé. On peut présenter néanmoins ce coup d'État comme salvateur après un demi-siècle de dynastie Bongo, ou au contraire la tentative d'un régime de se perpétuer avec des visages différents, mais finalement au bénéfice d'un même clan ? C'est vraiment très compliqué. Moi, je pense, et là je parle à titre personnel, mais en fonction des éléments, encore une fois, qui tombent heure après heure, que le week-end qui arrive, puisque le porte-parole des putschistes du CTRI, donc Comité pour la transition et la restauration des institutions, voilà, c'est le nom que s'est donné la junte. Donc le général Oligui va prêter serment en tant que président de la transition ce lundi. Donc ces 3 jours seront fondamentaux pour avoir les détails de cette transition. Maintenant, je voulais juste
apporter quand même une nuance à ce que disait le porte-parole de l'opposition. Alors, c'est vrai que cette élection a été totalement opaque, et ça, tout le monde l'a dit. Mais qui dit opaque dit que si le nouveau pouvoir gabonais veut être sûr et certain de sa légitimité, quand bien même ce serait l'opposition qui a gagné dans les chiffres, ce qui peut être tout à fait crédible, ça risque d'être compliqué sur une élection qui n'a été validée par personne, qui n'a été observée par personne, qui n'a été contre-vérifiée par personne. Et admettons, et c'est ce qui se dit au Gabon, qu'en fait les résultats sont totalement inversés. C'est-à-dire que l'opposition a eu 60 et quelques et que Ali Bongo aurait eu 30 et quelques. Mais ça reste aussi 30% de Gabonais qui peut-être ont sérieusement et sincèrement voté pour Ali Bongo et qui peut-être verrait sortir d'un chapeau quelconque l'opposition gagner et ne l'accepterait pas. Donc, dans tous les cas, une nouvelle élection ne serait pas de trop. L'opposition parle non pas d'un recompte, ni d'un revote, encore moins, mais de simplement consolider les résultats existants. Marc Semo, il y aura un problème, quoi qu'il arrive, de légitimité, quels que soient les résultats annoncés. Effectivement, comme le disait Bilal, on ne sait pas, les conditions d'élection sont quand même un peu bancales. Alors même si le porte-parole de l'alternance 2023 dit, non étant les bureaux de vote, c'était ouvert, c'était public, on a pu tout contrôler. Bon, disons, cela mérite d'être vérifié, expertisé. Donc, effectivement, la chose la plus saine, dans un climat nouveau, différent, serait de tenir au plus vite un scrutin présidentiel. Et de ce point de vue-là, c'est le moment de vérité pour la junte. Parce que, donc le nouvel homme fort, Oligui Nguema, va prêter serment lundi. S'il veut donner un signal, justement, à l'Union africaine, à la CEDEAO, aux Européens, à la France, à Washington, etc., c'est de dire rapidement, de donner un calendrier pour la tenue de ces élections, avec des observateurs, que ce soit des élections, enfin, pour une fois, au Gabon, pour irréfutables. Hein, genre, il faut juste rappeler, on parle même pas du père Omar Bongo, mais même le fils Ali. La première élection 2009, ça a été plus que mal élu et assez patouillé. 2016, c'était encore pire. Bon, et là, 2023, on voit le résultat. Et on voit aussi sa santé chancelante, ça a joué d'après vous. Absolument. Et donc là, il faudrait effectivement un vrai processus électoral avec des observateurs et tout. Avec une transition courte, donc. Une légitimité incontestable, et ça peut se faire assez rapidement, parce que c'est pas un pays en guerre civile, il n'y a pas de violence, donc ça peut se faire très très vite. Oui, comme au Mali en 91, c'est bien de parler positivement de ce pays de temps en temps. On voit la France prise un peu dans les feux croisés des crises maliennes, nigériennes, là on est encore en plein dedans, il faut bien le dire, et donc ce caillou dans la chaussure qui arrive, c'est-à-dire le Gabon, la France qui a condamné sur la forme le coup d'État, mais sans véritablement, évidemment, appeler au retour d'Ali Bongo. Que doit dire, que peut dire Paris ? Qu'il faut faire des élections, mais c'est ce qu'ils disent. Oui, non, c'est ça. La boussole de Paris, ce serait très logiquement de défendre un retour à l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes le plus vite possible. Voilà, c'est ce qui est raisonnable et ce qui est faisable. Donc là-dessus, c'est pour ça que d'une certaine façon, on saura très vite si c'est un bon ou non coup d'État, parce que rien n'empêche, dans un délai de quelques mois, de lancer ce processus. Vous voyez électoral. Un encouragement dans le rétablissement des médias internationaux, des médias étrangers qui peuvent émettre positif, au Mali, alors notamment au Gabon, pardon. C'est plutôt positif, alors que justement le régime avait coupé Internet, France 24, RFI, etc. Bon, c'est plutôt un signal positif. Donc ils n'ont pas là-dessus, mais même le communiqué, le texte du comité, etc., est tout à fait articulé. Donc c'est pas des soudards de caricature. Voilà. Donc on peut imaginer que ces militaires, si réellement ils veulent tourner cette page de la dictature, ils en ont les moyens. Ils ont les moyens de donner très rapidement des signaux. Et je pense que s'ils donnent ces signaux, les protestations internationales baisseront. D'ailleurs, à ce sujet, on remarque que la France n'a toujours pas ne suspend pas pour le moment l'aide bilatérale et ni la coopération militaire. Donc là-dessus, on voit que on est parfaitement conscient de ça. Bilal ? Les Gabonais qu'éventuellement on pourra saluer
regarde discuter librement de la situation. Ce qui est déjà bien, oui. Nous regarde à nouveau. Non, bien sûr. Oui. Donc, et qu'on salue. Donc, oui, c'est. Alors après, d'un point de vue plus politique, c'est évidemment un signal donné à la France. On ne peut l'interpréter que comme ça, dans le contexte des coups d'État au Sahel, bien sûr. L'Ukraine, elle, fait ce qu'elle peut pour libérer son territoire, du moins si l'on en croit le ministre ukrainien des Affaires étrangères, ulcéré par les procès en lenteur instruits contre son armée. Dmytro Kuleba s'est fendu d'une mise au point devant les chefs de la diplomatie des 27 réunis à Tolède en Espagne. Écoutez. Critiquer la lenteur de la contre-offensive revient à cracher à la figure du soldat ukrainien qui sacrifie sa vie chaque jour, avançant et libérant 1 kilomètre de terre ukrainienne après l'autre. Je suggère à tous ceux qui critiquent de la fermer, de venir en Ukraine et d'essayer de libérer 1 cm² par eux-mêmes. Bon. Un rappel salvateur à tous ceux qui confortablement assis dans leurs canapés occidentaux s'impatientent, y compris les opinions publiques, si l'on en croit un sondage là aux États-Unis qui montre que on n'est plus tellement prêt à dépenser pour l'Ukraine finalement. Mais surtout, c'est un rappel aux réalités. C'est-à-dire si l'offensive est à ce point difficile, la progression à ce point lente. Bon, il y a d'énormes défenses faites par les Russes avec 3 lignes de fortification, des dents de dragon, des fossés anti-chars, etc. Mais c'est aussi parce que les Ukrainiens n'ont pas reçu tout le matériel qu'il leur faudrait. C'est-à-dire, aucune armée de l'OTAN ne ferait une offensive de ce type sans bénéficier, par exemple, d'une forte couverture aérienne. Or, les F-16 ne sont toujours pas là. Même les armes, même les chars, il y en a pas, tous ne sont pas arrivés. Les missiles dont disposent les Ukrainiens, missiles à longue portée qui leur permettraient de casser les bases arrières du dispositif russe. Les missiles qu'ils ont reçus sont des missiles bridés parce que l'engagement est que les Ukrainiens ne tirent pas en profondeur sur le territoire russe, donc etc., etc. Donc on peut très bien comprendre la colère du ministre des Affaires étrangères ukrainien de dire, mais attendez, qui êtes-vous pour nous dire ça ? Parce que chacun de ces retards, chacun de ces trop peu trop tard, se coûte. Et le prix en est des milliers d'hommes. Bah oui, mais le problème, Bilal, c'est qu'il faut bien quand même des résultats pour encourager les Européens à... Mais il y en a. Alors, il y a quand même deux choses là-dedans. D'abord, on reprend le débat en cours aux États-Unis, peut-être en oubliant un petit peu qu'on est en période préélectorale et qu'on a 2 candidats républicains qui sont ultra minoritaires dans les sondages par rapport à Donald Trump, que sont Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy, et qui font tout pour exister et qui donc essaye de se positionner sur ce sujet ukrainien. En disant, en gros, il faut arrêter d'aider l'Ukraine. Voilà. C'est une manière d'exister. Il y a des économistes qui ont publié le chiffre de $900 par ménage américain. C'est ce que coûte l'aide américaine en Ukraine. Ça aurait été bien qu'il les compare aux $6 400 qu'a coûté la guerre en Irak aux contribuables américains avec les résultats qu'on sait, et voir quand cet institut dit, et c'est une somme, les 113 milliards d'aide américaine sur la guerre en Ukraine, à comparer aux 2,4 trillions, je rappelle qu'un trillion est 1 milliard, 2 milliards, qu'ont coûté les deux guerres afghanes, qu'ont coûté les guerres afghanes et irakiennes, là encore avec les résultats qu'on sait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que nous, les médias, et je dis volontairement nous, on a notre responsabilité parce qu'on colle à notre époque, qui est une époque d'information en continu, de réseaux sociaux. On veut des résultats rapidement pour qu'une actualité en chasse une autre. Et donc, effectivement, on s'étonne que, et ça, comme le rappelait Marc Semo, vis-à-vis des défenses dignes, et on l'a beaucoup commenté, de la Seconde Guerre mondiale, voire pire, il faut quand même rappeler que le débarquement en Normandie, ça a pris 2 mois pour arriver à quitter la plage. Pour les alliés occidentaux. Défense digne de la Seconde Guerre mondiale et perte digne de la Première, nous dit le journal Le Monde quand même. Il y a des pertes énormes. Mais alors, en même temps, il y a malgré tout des avances. Et surtout, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est comment la stratégie que sont en train de suivre les Ukrainiens. La question maintenant n'est plus le Donbass, mais de plus en plus la Crimée. Alors au début, on pensait que ça allait être le but ultime de la guerre, voire on allait peut-être... Voilà. Or maintenant, ça devient le but prioritaire, avec une stratégie qui est de couper les lignes terrestres au nord, celles qui rattachent cette espèce de péninsule comme un immense porte-avions au territoire ukrainien, afin de bloquer là-dessus les lignes d'approvisionnement russe,
voire à terme un jour, s'il est possible, par des drones ou autres, de faire sauter le pont de Kerch, qui alors là relie la Crimée directement au territoire russe, avec cette idée de faire qu'une Crimée, parce que reconquérir la Crimée elle-même, ça serait extrêmement lourd, coûteux, etc., mais faire en sorte que la Crimée soit quasiment isolée, qu'elle ne soit plus ravitaillable que par mer et par air, avec tout ce que cela implique d'aléatoire. D'ailleurs, en Crimée même, une partie de la population russe a parfaitement compris le danger. Il y a l'immobilier s'effondre, il y a énormément de gens déjà qui commencent à partir, donc il y a un espèce de basculement stratégique, et c'est une stratégie jouable. Et donc, là aussi, c'est quelque chose de nouveau qui est important. Alors oui, les coûts sont énormes, la progression est lente, mais on voit se dessiner quelque chose. Là, après la prise de ce petit village de Robotine, ils sont en train de marcher vers la mer d'Azov. Alors, la ville clé avant Berdiansk, avant Mélitopol, c'est une petite ville qui s'appelle Tokmak, qui est un nœud stratégique. Mais une fois qu'ils sont arrivés là, déjà, même s'ils n'arrivent pas jusqu'à la mer d'Azov, ils sont suffisamment prêts pour pouvoir tirer des missiles, pour pouvoir commencer à casser ces lignes d'approvisionnement russes. Alors bon, les Russes passeront par la mer d'Azov ou autre, mais ça change quand même la donne sur le front. Et Emmanuel Chaz est avec nous pour France 24 en direct de Kiev. Emmanuel, justement, où en est cette contre-offensive ukrainienne ? Évoquer justement cette lenteur supposée qu'on voit surtout à l'Occident en fait, et ça c'est plutôt un temps médiatique qui ne correspond pas forcément au temps qui est imparti à l'armée ukrainienne ici et qui explique en grande partie l'agacement de Dmytro Kuleba que vous avez évoqué plus tôt, parce que sur le terrain, eh bien, il y a des avancées. En début de semaine, il y a eu la libération confirmée de Robotine et depuis les troupes, elles avancent, elles auraient même percé la première ligne de défense russe du côté de Verbove, au sud de Robotine, dans la direction de Tokmak. Il y a également des avances du côté de Novoprokopivka. Ça, c'est à l'est de Robotine. Donc cette contre-offensive, elle se fait vraiment au prix d'efforts très intenses, de pertes extrêmement lourdes, extrêmement dommageables pour l'armée ukrainienne. Et on l'a souligné, l'armée ukrainienne ne bénéficie pas de l'avantage, notamment aérien, qui lui permettrait vraiment d'asseoir une supériorité sur son agresseur, l'agresseur russe qui est en force, en position de force numérique, matérielle de façon générale le long de la ligne de front. Donc cette brèche, elle est ouverte sur le sud. Cette brèche, elle va peut-être permettre aux troupes ukrainiennes d'effectivement couper les lignes d'approvisionnement russes, ce qui est le but en essayant de rejoindre Mélitopol dans un premier temps, en essayant de rejoindre la mer d'Azov. Et à l'est, il y a cette pression russe intense sur Liman, sur Kupiansk, sur Barmout, qui fait que les combats sont extrêmement difficiles. Donc ça explique la frustration de Dmytro Kuleba qu'on a entendu. Il y a aussi des points positifs côté ukrainien, avec l'annonce de Volodymyr Zelensky qu'un missile de longue portée de fabrication ukrainienne a réussi à atteindre une cible à 700 km de distance. Donc on voit que l'Ukraine n'attend pas non plus les livraisons d'armes promises par les Occidentaux, mais qu'elle essaye aussi de se défendre. Mais comme l'a mentionné Marc Semo, sans supériorité aérienne, ça va être évidemment plus compliqué qu'avec. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky a également évoqué aujourd'hui la cinquantaine d'avions F-16 qui a été promise à l'Ukraine, en disant que évidemment c'est une avancée majeure, mais que ça ne serait pas suffisant et que pour asseoir cette supériorité numérique dans les airs qui permettrait à l'Ukraine de dominer son agresseur et de repousser son agresseur, il faudrait au moins 160 avions de combat. Donc on est encore très loin du compte pour que l'Ukraine puisse asseoir sa supériorité. Merci Emmanuel Chaz avec nous en direct de Kiev. Bilal Tarabé, faute de pouvoir asseoir cette supériorité, notamment par la maîtrise de son espace aérien, c'est donc par le sud et cette tentative très symbolique de couper la Crimée du territoire russe que l'Ukraine compte obtenir peut-être cette victoire, parce qu'on imagine que dans ce cas, Vladimir Poutine, lui, risque d'être très affaibli. Mais le symbole serait très très fort. Alors déjà, il faut le dire puisque c'est factuel, les Ukrainiens ont déjà surpris sur leur approche stratégique et dans le très bon sens du terme, puisque rappelez-vous la contre-offensive de l'année dernière qui était attendue au sud vers Kherson, et en fait elle a commencé au nord avec si vous voulez, la reconquête fulgurante du nord-est près de Kharkiv
que l'on sait. Là, effectivement, ce que disait Marc Semo un peu plus tôt, a priori, c'était plutôt vers le Donbass que se dirigeait la contre-offensive, mais non, c'est vers le sud. Le message serait très fort parce que ce serait finalement de reprendre là où les Russes ont commencé, donc c'est-à-dire en 2014 et la Crimée. Eh bien, finalement, les Ukrainiens vont recommencer par le commencement. Et ce serait aussi politiquement extrêmement compliqué pour Vladimir Poutine, puisque la Crimée, c'était quelque chose d'être acquis. Et rappelons que lui a envahi la Crimée l'année dernière pour libérer le Donbass, sachant que la Crimée, c'était comme si c'était le territoire russe. Je voudrais juste rajouter simplement un instant, mais pour la plupart des experts militaires, la destruction du pont de Kerch n'est plus une possibilité, c'est plutôt quand est-ce que ça va se produire. Marc Semo, c'est cela finalement que peut rechercher l'Ukraine, à défaut de l'emporter rapidement, disons, et de briser l'étau russe, parvenir à isoler la Crimée, ce serait peut-être porter un coup fatal au pouvoir de Vladimir Poutine, à son emprise sur son pays. Isoler la Crimée, manifestement leur stratégie. Alors, porter un coup fatal au pouvoir de Poutine, je ne sais pas, mais c'est sûr que cela mettrait Poutine dans une situation extrêmement difficile, avec deux options. Ou on peut imaginer que Poutine, à ce moment-là, décide que l'on peut discuter pour des négociations de paix, ce qui vaudrait mieux que la perte de la Crimée, ou bien on risque de rentrer dans une eau extrêmement dangereuse, d'un Poutine qui jusqu'ici, cette guerre est restée quand même contenue. On peut imaginer aussi que l'usage d'armes non conventionnelles, tout est possible, mais en tout cas, si la Crimée est isolée, ça devient très compliqué, parce que le pont aérien pour ravitailler la Crimée, ça risque d'être assez aléatoire, surtout si les Ukrainiens, entre-temps, ont toujours plus de missiles, donc ils peuvent tirer sur les avions, s'ils ont toujours plus d'avions pour tirer sur les avions, leurs drones navals sont redoutables. Ensuite, ce qui est en train de se passer, la Baltique, désormais, c'est un lac OTAN. Il y a juste un tout petit bout qui appartient à la Russie via le golfe de Finlande et Saint-Pétersbourg. La mer Noire, avant c'était un lac soviétique, il y avait... voilà. Bon, ensuite, il y a maintenant la Roumanie, la Bulgarie, et puis la Turquie qui était OTAN, l'Ukraine qui alliée de l'OTAN, la Crimée... donc il resterait là aussi à la Russie un tout petit bout du côté de Novorossiysk, tout au fond à l'extrême nord-est, et le port de Novorossiysk est sous le feu de drones maritimes ukrainiens. Ils ont gravement endommagé plusieurs bateaux il y a un mois, etc. Donc c'est quand même une donne qui est en train de changer, et effectivement, aujourd'hui la bataille principale c'est la mer Noire. Merci Marc Semo, merci Bilal Tarabé, Emmanuel Chasse qui était avec nous en direct de Kiev. C'est la fin, on va plus loin, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal.